Ok, c'est bon. Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass en ligne. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Comment instantanément marquer les esprits avec votre expertise quand on a une multitude de casquettes et seulement quelques secondes pour convaincre? Alors je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle formation en ligne dans laquelle vous allez voir j'ai énormément de contenu à vous proposer. J'ai préparé pour vous une présentation que vous allez voir dans un instant. Et je sais que vous allez pouvoir suivre cette formation en ligne depuis le confort de votre canapé. Mais si vous décidez de passer du temps avec moi aujourd'hui, si vous décidez de suivre ce cours en ligne, je veux que vous puissiez en retirer le maximum de valeur. C'est pas comme quand vous regardez une série où vous pouvez être passif. Ce que je veux, c'est que ce soit une vraie formation qui vous permette d'avancer, de progresser, d'évoluer dans votre activité. Et donc, ce que je vous demande, c'est vraiment d'être impliqué dans le visionnage de cette masterclass en ligne parce que si vous êtes effectivement un fan dans votre canapé, vous n'allez pas en retirer les bénéfices que vous pourriez si vous êtes vraiment dedans à 200%, autant que moi. J'espère que vous êtes autant motivé que moi pour suivre cette formation et que vous avez également préparé de quoi noter. Je vous ai mis à disposition un support de notes que vous pouvez toujours d'ailleurs télécharger, soit sur la droite de la vidéo, soit en dessous en fonction si vous êtes sur un mobile ou sur l'ordinateur. Il suffit de cliquer sur le bouton qui s'appelle télécharger, vous pourrez comme ça récupérer le support de notes gratuitement, l'imprimer et pouvoir vous concentrer uniquement sur les informations clés qui vont vous intéresser et ne pas finalement avoir à partir dans tous les sens. C'est un document qui fait à peu près 5 pages, voilà, dans lequel vous allez pouvoir comme ça prendre en note les informations qui vous paraissent les plus pertinentes. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement pourquoi 95% des indépendants n'intéressent pas leurs interlocuteurs. Alors que certaines personnes sont capables finalement d'attirer à elles, d'intéresser les gens naturellement, pourquoi certaines personnes finalement restent incompris et inintéressants. Et ce que je voudrais, eh bien, c'est vous faire une promesse pour ce webinaire, parce que vous allez voir, je vais faire une promesse qui va être forte, mais je vais vous demander eh bien, simplement de me mettre à l'épreuve. Ma promesse, c'est que à l'issue de ce webinaire, je vous aurai partagé la méthode exacte qui me permet d'attirer à moi et d'intéresser mes clients et partenaires idéaux pour nouer des collaborations aussi épanouissantes que juteuses. Je promets qu'à la fin de cette conférence en ligne, vous saurez exactement ce qui fait la différence entre une présentation froide et un pitch à succès. Je promets de vous montrer comment éveiller la curiosité et l'intérêt de vos interlocuteurs afin qu'ils aient une envie presque irrésistible d'en savoir plus sur vous. Et enfin, je vous promets la même possibilité de crédibiliser votre expertise, gagner confiance en vous et en votre projet et générer les opportunités d'affaires pour développer une activité lucrative et passionnante afin de vivre pour vous et votre famille les affaires et la vie que vous méritez. Alors est-ce que c'est une promesse audacieuse? Oui, clairement, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous prouver que je vais tenir cette promesse. D'accord? Ce que je vous demande, eh bien, c'est de me laisser vous montrer que je suis motivé, j'espère autant que vous, à vous apprendre à captiver vos interlocuteurs et devenir la personne intéressante qui marque les esprits. Et pour tenir cette promesse, vous allez voir, j'ai préparé énormément de choses pour vous aujourd'hui dans cette masterclass. On va voir dans un premier temps un pitch, oui, mais pourquoi faire? C'est bien de s'intéresser au sujet de la présentation personnelle, mais avant de savoir comment il faut faire, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. On va voir ensuite ensemble les deux dimensions du pitch inoubliable. Vous allez voir finalement les deux axes qui vont permettre de comprendre ce qui fait que l'on passe d'un pitch fade, un pitch bof, à un pitch vraiment qui plaît, qui marque les esprits et qui donne aux autres l'envie d'en savoir plus. On va voir ensemble les 5 erreurs à ne surtout pas commettre si vous ne voulez pas ennuyer vos interlocuteurs quand vous vous présentez. Je vais vous partager la stratégie en 3 étapes pour décrocher des rendez-vous. Je vais vous donner également un canevas clé en main pour que vous puissiez vous présenter en 20 secondes. Et on va voir ensemble le modèle 3P pour capter l'attention et marquer les esprits de vos interlocuteurs. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien je suis le 3e en partant de la gauche sur la photo. Je vous rassure, ce ne sont pas tous mes frères et sœurs, ce sont quelques-uns de mes cousins, cousines. Et plus sérieusement, j'ai 33 ans, j'ai 3 magnifiques enfants qui me comblent de bonheur. Et je me suis lancé dans le monde des affaires il y a un petit peu plus de 13 ans maintenant, avec comme désir le fait d'être utile aux autres pour prendre du plaisir tout en gagnant correctement ma vie. Mais à mes débuts, à la place du plaisir, c'était plutôt de la culpabilité et de la honte que je ressentais. Premièrement, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas un as de la prospection. J'étais quelqu'un de sociable, mais en fait, je me suis rendu compte qu'être sociable, ça ne suffit pas à convaincre des prospects. Et prospecter, c'était plus une corvée qu'autre chose pour moi. Et deuxièmement, parce que quand les résultats n'arrivaient pas, eh bien mon entourage a commencé à douter de ma réussite. Et tout ça cumulé a fait que j'en suis venu à envisager d'abandonner ce métier. Mais après réflexion, j'ai décidé, parce que je suis quelqu'un de plutôt tenace, d'analyser les meilleurs commerciaux qui étaient autour de moi pour comprendre finalement qu'est-ce qui m'empêchait de réussir. Et j'ai eu 2 déclics. Le premier déclic, ça a été de comprendre qu'être professionnel est compatible avec plaisanter et surprendre. La surprise, eh bien, ça me permettait de capter l'attention et la sympathie créait un lien de confiance. Et en étant focalisé sur l'enthousiasme, sur le plaisir à procurer à mes interlocuteurs, eh bien, prospecter était devenu un jeu.
Mais malgré ça, j'arrivais toujours pas à réaliser mes ventes. J'arrivais pas finalement à conclure mes ventes parce que j'avais peur que en osant conclure, en essayant de conclure la vente, eh bien je passe pour un requérant donnant qui veut forcer le client et j'avais peur de perdre la confiance de mon client. Du coup, j'ai appris à suivre un plan de vente centré sur la valeur client et j'ai aussi appris à oser tendre le stylo. Parce que on peut obtenir le oui de son client, on peut l'aider à prendre la décision tout en conservant son éthique. Et à partir de ce moment-là, eh bien j'ai fini chaque année à plus de 120% de mes objectifs. On m'a confié une clientèle grand compte stratégique et j'ai eu le bonheur de former de nombreux commerciaux à cette démarche commerciale naturelle et éthique et de les voir à leur tour prendre du plaisir à jouer au jeu de la vente. Et aujourd'hui, si je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale, c'est parce que j'en ai marre de voir des indépendants survivre avec un chiffre d'affaires insuffisant pour se dégager un revenu digne de ce nom, tout simplement parce qu'ils ont peur ou honte de dire qu'ils ont quelque chose à vendre. Pour moi, la vente, c'est quelque chose d'utile, c'est un acte noble, parce que c'est ce qui permet finalement de créer de la valeur. Si aujourd'hui il y a des entreprises qui peuvent donner des salaires à des hommes et des femmes qui vont nourrir ensuite leurs enfants et développer leur famille, c'est parce qu'au départ il y a une vente. La vente, c'est quelque chose qui est utile et qui apporte de la valeur finalement aux deux parties d'un accord gagnant-gagnant. Et pour avoir la chance de pouvoir décrocher des rendez-vous et donc générer des affaires, il faut d'abord être capable de susciter de l'intérêt pour pouvoir décrocher un rendez-vous. Et je me suis rendu compte que, en participant à tout un tas d'événements, je participe à des salons, je participe à des apéros, à des soirées réseau, à des séminaires, je suis aussi actif dans des cercles comme BNI par exemple, et je me suis rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que très peu de personnes arrivent à se présenter d'une manière concise et percutante. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui génèrent le plus de recommandations, et donc qui génèrent le plus d'opportunités, sont justement ceux qui se présentent de manière efficace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, quel est le point commun entre ces trois images? Vous voyez, vous avez à gauche l'image d'un barbecue, vous avez en haut à droite l'image d'une salle de classe, et en bas à droite, vous avez l'image d'un salon professionnel. Alors, peut-être que vous allez vous dire, peut-être que c'est l'alignement, le point commun, parce que les barres du barbecue sont toutes alignées, les chaises et les tables sont bien rangées, les stands aussi dans le salon sont tous rangés. Vous avez peut-être pensé à la convivialité, aux rencontres, au fait de passer sur le grill, peut-être même certains effectivement me disent. C'est très juste. Ce que je veux dire en fait avec ces trois images, c'est tout simplement que ce soit lors d'un barbecue entre amis, d'une réunion de parents d'élèves ou même d'un salon professionnel, à partir du moment où quelqu'un vous demande alors et toi, tu fais quoi dans la vie? Eh bien c'est l'occasion pour vous de générer une opportunité potentielle. Soit une opportunité directe, vous avez en face de vous un client potentiel, soit une opportunité indirecte, vous avez en face de vous un partenaire ou un prescripteur potentiel. Et dans les deux cas, vous devez être capable de vous présenter pour faire en sorte que votre interlocuteur comprenne qui vous êtes et en quoi vous pouvez lui être utile, soit pour lui, soit pour quelqu'un de son réseau. Mais le problème quand on doit répondre à la question « et toi tu fais quoi dans la vie ?» lors d'un barbecue entre amis, d'une réunion de parents d'élèves ou d'un salon professionnel, c'est qu'il faut en quelques mots seulement éveiller la curiosité pour donner à l'autre l'envie d'en savoir plus. Mais on a tellement de choses à partager, tellement d'expertise, de casquettes souvent, qu'on a du mal à prendre du recul pour être synthétique et percutant. Du coup, on ne sait pas quoi dire pour intéresser notre interlocuteur, notre message n'est pas clair, on dégage une image d'amateur et on n'arrive pas à décrocher des rendez-vous et encore moins à générer des opportunités d'affaires. Savoir parler de soi, ça fait partie des savoir-faire qui ne sont pas innés. Et malheureusement, la grande majorité des indépendants ne savent pas le faire efficacement. La plupart du temps, ils ne savent pas comment s'y prendre, alors ils improvisent une nouvelle réponse à chaque fois. Résultat, soit ils compliquent inutilement les choses, soit ils les simplifient à outrance. Mais à l'heure des charges, on ne nous apprend jamais comment répondre à cette question qui est pourtant simple, de manière percutante et efficace. Ni à l'école, ni dans le domaine professionnel. Et je dirais même pire. Parfois, lorsqu'il s'agit de se présenter pour un entretien d'embauche, on nous enseigne des choses qui sont contre-productives. Et pourtant, capter l'attention, intéresser ses interlocuteurs pour leur donner envie d'en savoir plus, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de connaître la structure à suivre, de connaître la méthode pour écrire un pitch qui marque les esprits. Parce qu'en sachant exactement quoi répondre à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Premièrement, vous vous sentirez à l'aise dans vos relations professionnelles et personnelles, vous dégagerez un sentiment de confiance et de charisme, et donc vous serez remarquable. Et le fait que peu de professionnels savent se présenter avec passion et impact, c'est une opportunité pour vous. Parce qu'en travaillant la façon de vous présenter, vous ferez partie de ceux qui marquent les esprits, qui donnent aux autres l'envie d'en savoir plus, qui sortent du lot, qui décrochent des rendez-vous et donc qui développent une activité rentable et passionnante. Moi, ce que je cherchais à faire depuis très longtemps, c'était justement d'être capable de me présenter du tac au tac à n'importe quel interlocuteur en étant parfaitement à l'aise. Je voulais voir des étoiles naître dans les yeux de mes interlocuteurs quand ils m'écoutaient répondre à cette question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Parce que j'étais convaincu que développer son activité par la recommandation est la manière la plus agréable et la plus fun pour développer son business.
Donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet du pitch, et quand on s'intéresse à ce sujet-là, on trouve tout un tas d'informations sur Internet autour du pitch startup. Et le pitch startup, pour moi, c'est un exercice qui est bien particulier et qui s'utilise notamment quand on est face à des investisseurs. Pourquoi? Parce que la particularité du pitch startup, c'est d'intégrer dans sa présentation des éléments de chiffres concernant les concurrents et notre business model. Parce qu'un investisseur, lorsqu'il écoute la présentation de quelqu'un, il veut tout de suite savoir s'il va rentrer dans ses frais, en fait, si le business model de la personne est rentable et s'il a intérêt ou non d'investir des billes dans le projet. Et ça, moi, c'était pas du tout finalement un pitch qui convenait à mon besoin, qui était de me présenter à n'importe qui, dans n'importe quelle situation, quelles que soient les circonstances. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à un deuxième type de pitch dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est l'elevator pitch. Alors, l'elevator pitch, ça vient des États-Unis, et ça symbolise le fait de devoir se présenter en quelques secondes à quelqu'un qui prend l'ascenseur avec nous au rez-de-chaussée, et on a jusqu'au 5e étage, par exemple, pour devoir capter son attention et récupérer sa carte ou décrocher un rendez-vous. Et après l'analyse des différentes formations que j'ai suivies sur l'elevator pitch, je me suis rendu compte que là encore, ça ne correspondait pas vraiment à mon besoin. Parce que pour moi, l'elevator pitch, il s'utilise dans un cas précis, c'est que on a identifié la personne que l'on a dans l'ascenseur. On sait qui est la personne à qui on se présente. Et donc du coup, forcément, étant donné qu'on sait qui on a en face de nous, on va pouvoir adapter notre présentation pour pouvoir faire une présentation qui fait mouche. Mais je ne sais pas vous, mais pour moi, rencontrer par hasard un interlocuteur clé qui m'intéresse dans un ascenseur, ça m'arrive très rarement, voire jamais. Du coup, je n'avais toujours pas trouvé le pitch qui me convenait, parce que mon besoin, qui est pourtant simple, c'était être capable de me présenter à n'importe quel inconnu, dans n'importe quelle circonstance, et en étant parfaitement à l'aise pour lui donner envie d'en savoir plus sur moi si besoin. Du coup, j'ai créé mon propre type de pitch, que j'ai appelé le pitch de positionnement. Et ce pitch-là, il s'utilise en famille ou entre amis quand on veut savoir ce que vous faites, quand quelqu'un vous demande ce que vous faites dans la vie, ou quand vous revoyez un ami d'enfance qui vous demande alors et toi, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Voilà, ça c'est le pitch de positionnement qu'on va utiliser. Lors d'un salon ou d'un séminaire, quand on rencontre de nouvelles personnes qui, là encore, veulent savoir ce que l'on fait dans la vie, lors d'une formation, en petit comité, vous savez, quand on doit faire un tour de table et qu'on a chacun 20 à 30 secondes pour se présenter, on va pouvoir utiliser ce pitch de positionnement, pour se présenter lors d'une conférence, d'une vidéo sur Internet, bref, à chaque fois qu'on nous demande, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et ce que je vous propose, aujourd'hui, c'est de se focaliser justement sur cette notion de pitch de positionnement parce que c'est à mon sens le pitch dont vous aurez besoin dans votre activité parce que c'est celui que moi j'utilise et c'est celui que mes clients utilisent pour développer leur business. Et selon les circonstances, si vous êtes comme moi, vous aurez plus ou moins de temps pour vous présenter. Un tour de table classique vous donnera environ 20 à 30 secondes de parole. Lors d'un cocktail, d'une soirée réseau, vous pourrez prendre un petit peu plus de temps, parce que vous aurez 1 à 2 minutes pour vous présenter à votre interlocuteur. Et donc, vous devez être capable d'utiliser le bon pitch en fonction du temps disponible de votre interlocuteur. Et pour ça, je vous propose 2 formats. Le premier, c'est un pitch de 20 secondes que j'appelle le pitch de présentation personnelle. Et le deuxième, c'est un pitch de 90 secondes, pour en dire un peu plus à ceux qui sont intéressés, que j'appelle le pitch de positionnement. Maintenant, avant d'écrire un pitch, il est nécessaire de comprendre ce qu'est un bon pitch. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble les 2 dimensions du pitch inoubliable. Donc si on trace 2 axes pour analyser les différents types de pitch, un axe horizontal et un axe vertical, on va pouvoir l'analyser selon 2 dimensions qui pour moi sont premièrement la clarté. D'un côté, vous allez avoir les pitchs brouillons et de l'autre, le pitch simple et concis. Et l'autre axe d'analyse, c'est la vibration. D'un côté, vous avez les pitchs qui sont plats, qui sont fades, et de l'autre, vous avez des pitchs rayonnants. Et on peut identifier du coup 4 cadrans, avec le premier qui est donc un pitch brouillon et plat. Vous savez, ça, malheureusement, ce sont les personnes, on comprend rien, ça part dans tous les sens, en plus, c'est mou, il n'y a pas de vie. C'est ce que moi j'appelle le monologue ennuyeux. C'est le genre de personne, quand il se présente, vous n'avez qu'une envie, c'est tourner les épaules et aller discuter avec quelqu'un d'autre. Ensuite, vous avez le pitch plat, mais par contre, simple et concis. La personne, elle a vraiment travaillé son pitch, elle a réfléchi, elle essaye d'utiliser les bons mots. Par contre, voilà, c'est plat. Il n'y a pas d'âme en fait dans ce pitch-là. Ça, c'est ce que j'appelle la plaquette commerciale. Ok, c'est bien travaillé, ça a été bien réfléchi, mais justement, c'est trop presque travaillé. Et c'est travaillé dans le sens où c'est travaillé d'un point de vue marketing, mais pas d'un point de vue personnalité. C'est plat, il n'y a pas d'âme, on ressent rien. C'est comme si on est face à une publicité à la télé en fait. Ok, c'est bien fait au scalpel, mais par contre, on n'adhère pas parce que c'est pas rayonnant. Ensuite, le deuxième type de pitch, le troisième, pardon, c'est effectivement le pitch qui est rayonnant cette fois-ci, mais qui est brouillon. Ça, c'est ce que j'appelle
l'artiste incompris. La personne, ok, elle rayonne parce qu'elle est passionnée par son métier, elle est passionnée par son activité, du coup, elle dégage beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Par contre, c'est très brouillon. Ça part à droite, à gauche, dans tous les sens. La personne, elle a plein de casquettes, elle a plein de savoir-faire, et elle a envie évidemment d'en parler parce qu'elle en est passionnée. Du coup, on en prend plein la tête. Mais là encore, malheureusement, eh bien, on la trouve sympa, la personne, mais on n'a pas envie d'aller plus loin parce qu'on est abreuvé finalement d'informations. Et donc, vous l'aurez compris, le pitch inoubliable, c'est un pitch qui est à la fois clair, simple, concis et rayonnant. Et donc, il y a 3 axes d'amélioration que je vais partager avec vous justement pour passer d'un pitch bof à un pitch inoubliable. Le premier axe, qui va vous permettre finalement de travailler sur votre clarté, c'est ce que j'appelle le positionnement. Et ça, on y reviendra dans un instant lorsque je vais vous parler du modèle 3P. Le deuxième axe qui va vous permettre d'améliorer cette notion de vibration, c'est votre personnalité. Et le troisième axe, eh bien, je vous propose de le découvrir à la fin, lorsque je vous présenterai le modèle 3P. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les 5 erreurs à ne surtout pas commettre si vous ne voulez pas, eh bien, comme la demoiselle qui est à l'écran, faire bâiller vos interlocuteurs. La première erreur, qui est très commune, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Ça, c'est une erreur de base. Il y a Bill Cosby, qui a une citation que j'aime beaucoup, qui disait « Je ne connais pas la clé du succès, mais celle de l'échec est de vouloir plaire à tout le monde. » Et pour ça, pour imaginer en fait ce principe-là, je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous avez dans la main une pierre, d'accord, une pierre de, on va dire, d'1,5 kg. C'est une pierre qui fait la taille totale de votre main et qui pèse 1,5 kg, un petit peu plus qu'une bouteille de lait. Eh bien, imaginez que vous êtes face à vous une mare qui fait, je sais pas, 6 mètres par 6 mètres, et vous lancez en plein milieu de la mare votre pierre d'1,5 kg. Qu'est-ce qui va se passer ? La pierre va tomber dans l'eau, ça va générer des ondes de choc, des petites vaguelettes, et ces petites vaguelettes vont se propager sur la mare. Étant donné que la mare n'est pas très grande, il y a de fortes chances que les vagues recouvrent l'intégralité de la surface de la mare, rebondissent sur les rives et reviennent peut-être même vers l'intérieur. Donc, les petites vaguelettes vont couvrir l'intégralité de la mare. Maintenant, imaginez-vous cette même pierre, d'accord, toujours dans la main, toujours 1,5 kg, et vous êtes face à l'océan Atlantique. Et là, vous jetez la pierre en plein milieu de l'océan Atlantique. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci ? Premièrement, il se peut que votre vague, vos petites vaguelettes ne se voient presque pas, parce qu'à côté de vous, il y aura des vagues beaucoup plus grosses, il y aura des bateaux qui vont générer effectivement du remous, et donc qui vont casser vos petites vaguelettes, et elles vont pas se propager très longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? Où je veux en venir avec cette image ? C'est que quelqu'un qui cherche à plaire à tout le monde, il a une communication qui est comme la personne qui veut jeter une pierre dans l'océan. Il essaye de parler au plus grand nombre, mais malheureusement sa communication est inefficace. Peut-être parce qu'il a d'autres concurrents qui sont plus importants, qui sont plus installés depuis plus longtemps et donc qui ont plus de moyens pour mettre en place des vagues plus grosses en termes de communication et donc ils vont venir finalement noyer dans la masse ces petites vaguelettes. Et ça va finalement pas couvrir une grande surface parce que eh bien, ça va pas être ciblé. Et quand on essaye de plaire à tout le monde, au final on ne plaît à personne. Alors que si on cherche finalement à se dire, ok, je vais pas jeter mon caillou dans l'océan, mais je vais jeter mon caillou dans la mare, eh bien, en choisissant volontairement de s'adresser à une audience plus restreinte, déjà, il y aura certainement beaucoup moins de concurrence, et 2, on aura beaucoup plus de chances de couvrir l'intégralité de la mare, donc l'intégralité de l'audience. On va pouvoir devenir beaucoup plus facilement une référence sur son marché de niche, sur sa micro-niche. Parce que, étant donné que l'audience que l'on vise, le marché que l'on vise est plus restreint, plus petit, on va pouvoir être plus facilement reconnu, on va avoir une communication qui va être ciblée, donc qui va générer des vaguelettes, qui va faire mouche, et on va couvrir l'intégralité de notre marché. J'espère que cet exemple permet vraiment de comprendre la différence entre une communication ciblée et une communication trop vaste. La deuxième erreur, c'est de se présenter en parlant de soi. Alors, il y a beaucoup de gens qui se présentent en disant « Alors oui, voilà, moi j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, je fais du conseil, je fais de la formation, je vends des produits Intel, je fais ci, je fais ça. » Quand on se présente de cette manière, quand on commence par « je fais », et d'ailleurs, pensez à la façon dont vous vous présentez. Si aujourd'hui vous vous présentez en disant « je fais », eh bien, c'est une erreur, parce que vous parlez de vous. Et ce qui intéresse les gens, c'est pas quand on parle de nous-mêmes, c'est quand on parle d'eux. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est parler de soi sans parler de soi. C'est parler de soi en parlant de notre client. Et j'y reviendrai dans un instant. La troisième erreur, c'est de penser que professionnel égale sérieux. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait à mes débuts, je vous en ai parlé en introduction. Et pareil, être professionnel, ce n'est pas... c'est pas directement lié à être sérieux. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc, intégrer dans sa présentation personnelle des éléments un petit peu chocs, des éléments d'humour, des éléments décalés, pour être là où on ne nous attend pas, eh bien, c'est souvent
très judicieux. Moi, j'ai des personnes qui travaillent avec des grandes directions financières de grandes entreprises et qui, vous allez voir, se présentent d'une manière originale, qui est en complet décalage par rapport à l'image qu'on pourrait avoir d'un directeur financier très sérieux, etc. Et ça, on va y revenir dans un instant également, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de comprendre que être professionnel ne signifie pas être sérieux. Évidemment, il faut faire du bon travail, ça, c'est pas le sujet, mais on peut tout à fait à voir si on a dans notre personnalité le fait de pouvoir aimer plaisanter, aimer surprendre, aimer être là où on ne nous attend pas, c'est quelque chose de très puissant pour pouvoir marquer les esprits et donner aux autres l'envie d'en savoir plus. Quatrième erreur, c'est d'utiliser du jargon. Il y a beaucoup de gens qui ont envie, qui ont ce besoin finalement de prouver aux autres que ce sont des experts, qu'ils connaissent leur sujet, on a envie d'en mettre plein les yeux. Et du coup, ce que l'on fait naturellement lorsqu'on a envie d'en mettre plein les yeux, c'est qu'on va utiliser des mots de notre métier, mais qui vont pas avoir de sens pour la majorité des gens. On pourrait dire, oui, alors moi je suis un spécialiste du DSO, je propose à mes clients un ROI de 2,5. Bref, si la personne en face de vous, elle ne sait pas ce que c'est un DSO, elle ne sait pas ce que c'est un ROI, vous l'avez larguée, elle va se sentir un petit peu, elle va vous trouver condescendante et elle n'aura pas envie d'engranger la discussion plus loin avec vous. Alors que si on explique les choses simplement, clairement, que tout le monde peut comprendre, premièrement, vous vous différenciez de la majeure partie des gens qui ne font pas l'effort de simplifier leur présentation, et deuxièmement, la personne, en vous écoutant, elle va comprendre et ça va naturellement la valoriser. Elle va apprécier le fait que vous ayez fait l'effort d'expliquer simplement pour qu'elle comprenne. Mais pas lui dire de faire l'effort de simplifier parce que vous la pensez bête. Pas du tout. Vous avez fait l'effort parce que vous avez envie d'apporter de la valeur à la personne qui vous écoute. Et ça, inconsciemment, la personne, elle va apprécier et elle va vous remercier pour ça. Et la cinquième erreur, c'est de griller les étapes. Trop souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très clair et je vais vous partager justement quelles sont, à mon sens, les 3 étapes pour pitcher comme un pro et décrocher des rendez-vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout processus de vente, à partir du moment où on doit décrocher un oui de quelqu'un, c'est un processus de vente. Et même d'ailleurs dans la vie perso, imaginez que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous rencontrez un homme ou une femme qui vous plaît. Et au bout de 5 minutes que vous avez en face de vous la personne, vous lui demandez de vous épouser. Vous dites, ah, ça fait 5 minutes que vous la connaissez. Et là vous dites, hey, ça dit qu'on se marie ensemble. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a peu de chances, 99,9% des chances, que la personne vous dise non. Il y a très peu de chances qu'elle vous dise oui. Si elle vous dit oui, d'ailleurs, un petit conseil, faites attention, c'est un peu louche, je trouve, que quelqu'un accepte de se marier avec vous au bout de 5 minutes. Donc attention à ça. Blague à part, voilà, il se passera rien. La personne, elle vous fait pas confiance, elle sait pas qui vous êtes. Elle va trouver ça bizarre, cette demande. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment, quand on rencontre quelqu'un, il faut lui donner envie d'aller simplement plus loin dans l'étape d'après. On vient de se rencontrer quelque part, peut-être que l'étape d'après, c'est de faire plus ample connaissance autour d'un café. Ensuite, après un café, on va apprendre à se connaître encore plus, on va peut-être dîner ensemble, puis au bout d'un moment, on va sortir, on va faire des choses, on va s'apprécier, on va commencer à sortir ensemble, et puis petit à petit, les choses vont se mettre en place. Mais, si on grille les étapes, évidemment, on rate toutes nos chances. Eh bien, dans la vente, c'est le même principe quand vous rencontrez un client potentiel pour la première fois. Si vous lui demandez tout de suite, but en blanc, de se marier avec vous, ça ne va pas marcher. Donc, les 3 étapes, quelles sont-elles ? Votre pitch de présentation personnelle de 20 secondes, vous vous souvenez, c'est le premier format que j'ai partagé avec vous. Il a un seul et unique objectif, c'est d'amener votre interlocuteur à l'étape juste après, qui est de dire, il faut qu'il pose la question, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? On se remet dans le contexte, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, alors et toi, tu fais quoi dans la vie ? Vous faites votre présentation personnelle et au bout de 20 secondes, la personne doit vous dire, ah, c'est intéressant, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Une fois qu'elle a montré de l'intérêt, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 2, qui est le pitch de positionnement de 90 secondes. Vous allez pouvoir en dire un peu plus uniquement aux personnes qui vont avoir marqué un intérêt, parce que si la personne, elle ne vous demande pas d'en dire un petit peu plus, parce qu'elle n'est pas concernée, ça ne l'intéresse pas, à quoi bon la saouler, à quoi bon passer 1 minute 30 de plus à vous présenter ? 1, vous allez perdre du temps, 2, vous allez faire perdre son temps à la personne, et ça ne sera utile à personne. Alors que, en ayant fait une présentation personnelle de 20 secondes, la personne marque un signe d'intérêt, vous pouvez passer à l'étape d'après, et l'objectif de ce pitch de positionnement, c'est que la personne se dise « Ok, et concrètement, comment tu fais ?» Parce qu'une fois que la personne vous demande concrètement comment tu fais, là vous allez pouvoir effectivement engranger la prise de rendez-vous pour dire écoute, je serais ravi de pouvoir t'en dire un petit peu plus, mais on ne va pas pouvoir le faire en 5 minutes. Et ce que je te propose dans ces cas-là, c'est qu'on prenne un petit peu plus de temps autour d'un café ou un déjeuner. Tu es plutôt disponible quand ? En début ou en fin de semaine prochaine ? Voyez, un processus de vente doit respecter des étapes et il ne faut surtout pas griller les étapes. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, mon objectif, c'est pas tout de suite de prendre rendez-vous. Je ne sais même pas si la personne est intéressée. Mon premier objectif, c'est de faire en sorte que mon interlocuteur me demande est-ce que je peux lui en dire un petit peu plus ?
Dans ces cas-là, j'embraye sur le pitch de positionnement, dont l'unique objectif, encore une fois, c'est que mon interlocuteur me dise « Ok, concrètement, comment tu fais? C'est intéressant ce que tu viens de me dire. Concrètement, c'est quoi ?» Et une fois qu'elle me dit ça, je peux dire « Écoute, je suis ravi de pouvoir t'en dire un peu plus, ça me fait plaisir que ça te plaise. » Dans ces cas-là, ce que je te propose, c'est qu'on puisse prendre rendez-vous. Alors, je vais vous donner là, dans une seconde, un exemple très concret sur ces 3 étapes, en détail, pour que vous puissiez vraiment voir comment ça se met en pratique dans la vraie vie. Et juste avant, je voulais partager avec vous les 5 ingrédients pour que votre pitch soit captivant. Premièrement, il faut surprendre et être mémorable. Il faut que vous soyez là où on ne vous attend pas. Il faut, deuxièmement, être capable de capter l'attention en un éclair. Dès le départ, il faut capter l'attention de votre interlocuteur pour ensuite lui faire prendre de la hauteur pour l'intéresser. Le troisième ingrédient, c'est de lui faire prendre de la hauteur pour intéresser votre interlocuteur. Ensuite, il faut lui apporter de la valeur pour qu'il se soit fasciné, il se dise « Waouh, effectivement, mais ce que tu me dis, c'est super intéressant. » Il faut que, en vous présentant, la personne en retire quelque chose. Sinon, vous êtes comme une publicité, vous êtes comme une présentation commerciale et ça n'intéresse personne. Donc, il faut fasciner en donnant de la valeur. Et le 5e ingrédient, c'est d'être capable de séduire en tant qu'individu parce qu'au final, nous ne sommes que des hommes et des femmes qui nous mettons en relation avec d'autres hommes et d'autres femmes. Et donc, c'est nous, en tant qu'hommes ou femmes, qui devons séduire et susciter l'engagement. Parce que si on ne séduit pas, si on n'est pas finalement la personne ne résonne pas par rapport à notre personnalité, elle n'aura pas envie d'aller plus loin dans la discussion. Voyons un exemple très concret. Imaginons, on se met dans un sketch, imaginons que je sois Alexandre Dupuis, spécialiste dans les systèmes de chauffage en énergie renouvelable. D'accord ? Je peux vendre par exemple des panneaux solaires, je peux vendre des pompes à chaleur réversibles. Je peux vendre par exemple également de l'isolation, je peux vendre également des fenêtres pour mieux isoler le confort, enfin mieux isoler les maisons de mes clients, etc. etc. Donc Alexandre Dupuis pourrait dire quelque chose comme la chose suivante. Bonjour, donc moi je suis Alexandre Dupuis, je suis l'anti-plaid des foyers français. Autrement dit, je permets à mes clients de vivre confortablement en tongs et en t-shirt dans leur maison, même en hiver, tout en divisant par 3 leur facture de chauffage. Parce que je crois que rien n'est plus important que de se sentir bien dans sa maison et d'avoir la liberté financière de faire plaisir à sa famille. Et là, la personne, si effectivement le fait de vivre confortablement en tongs et en t-shirt même en hiver et de diviser sa facture de chauffage, c'est quelque chose qui lui parle, parce que soit elle-même paye cher en termes de chauffage ou elle connaît quelqu'un qui paye cher en termes de chauffage, elle dira « Ok, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est intéressant ça ?» Bah oui, bien sûr. En fait, là, je vais chercher donc à capter l'attention en connectant finalement à la situation potentielle de mon interlocuteur. Et donc, on pourrait dire quelque chose comme ça. Bien, ce qui se passe, c'est que quand on a un système de chauffage au fioul, à l'électricité ou au gaz de ville, on a une facture très élevée. En plus, proche du radiateur, il fait bon, mais dès qu'on est à plus de 2 mètres, on a froid aux pieds. Du coup, on augmente le radiateur et on paye une fortune sans même avoir un confort de chaleur agréable. Ce qui se passe, c'est que dans les maisons de plus de 10 ans, 50% de la chaleur s'échappe par le toit et les murs. En plus, la plupart des systèmes de chauffage qui utilisent une énergie fossile coûtent cher et ne permettent pas d'avoir une chaleur homogène dans toutes les pièces à vivre. Et pourtant, avoir un chez-soi confortable avec une chaleur homogène dans toutes les pièces sans jeter son argent par les fenêtres chaque année, c'est très simple. Il y a simplement 3 grandes clés à connaître. Premièrement, il faut faire en sorte que la chaleur ne s'échappe pas de la maison. Deuxièmement, utiliser une énergie gratuite et renouvelable permet de faire des économies. Et troisièmement, il faut permettre à l'air de circuler pour avoir une température homogène. Et là encore, si la personne, effectivement, elle a envie d'avoir plus de confort chez elle, elle chauffe à l'électricité ou au gaz de ville et qu'elle a une facture élevée, naturellement, elle va demander « Ok, c'est intéressant ce que tu me dis, ces 3 clés, et concrètement, tu fais comment ?» Et là seulement, je pourrais effectivement aller vers la troisième étape et lui dire bah, « Écoute, je serais ravi de pouvoir t'en dire un petit peu plus. Ce que je te propose pour ça, c'est qu'on prenne peut-être un petit peu plus de temps, parce que je préfère pas le faire là, comme ça sur un coin de table. Quand est-ce que tu serais disponible pour prendre un café tous les deux? Plutôt en début ou en fin de semaine prochaine ?» Voilà, transition vers le rendez-vous. Voyez? Et là, en fait, la première étape, donc le premier paragraphe, c'est la présentation personnelle, 20 secondes. Et voyez, je pense que si Alexandre Dupuis se présente en disant « Je suis l'anti-plaid des foyers français », il y a très peu de chances que son interlocuteur ait déjà entendu ça quelque part. D'accord? Et l'idée, c'est pas que ça plaise ou que ça plaise pas. L'idée, c'est pas qu'on se dise « Ouais, j'aime ou j'aime pas, on s'en fiche ». L'idée, c'est d'être là où on nous attend pas. C'est de pas se présenter en tant que « Oui, je suis Alexandre Dupuis, spécialiste en économie d'énergie » ou « Je suis Alexandre Dupuis, conseiller chez telle entreprise ». Tout le monde se présente de cette façon-là. L'idée, c'est de marquer l'esprit en étant là où on ne nous attend pas. Et ensuite, quand la personne a envie d'en savoir un petit peu plus, je parle de moi sans parler de moi. Là, en aucun cas, si vous voyez le texte,
eh bien, je ne parle pas de ce que je vends, je ne parle pas de ce que je fais, je parle uniquement de ce que j'apporte à mes clients. Je leur permets de vivre confortablement dans leur maison, ils sont capables de diviser leur facture par 3, ils sont capables d'avoir une chaleur homogène dans toutes les pièces et je donne de la valeur avec ma présentation en donnant les 3 grandes clés. Et donc, une fois que je donne finalement de la valeur avec les 3 grandes clés, la personne, c'est quoi la suite logique à ça? C'est comment je fais pour mettre en place ces 3 clés finalement. Ok, et concrètement, comment tu fais? Et là, je peux enchaîner vers la prise de rendez-vous. Alors là, j'ai détaillé effectivement, c'est un petit peu saccadé cette présentation-là, parce qu'on n'est pas en face à face, évidemment, il n'y a pas le côté non-verbal qui rentre en ligne de compte, mais pour avoir travaillé pendant quelques années dans le domaine des énergies renouvelables, et avoir utilisé ce pitch-là que je partage avec vous aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est un pitch qui a fait ses preuves et qui fonctionne très très bien. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment vous présenter en 20 secondes. Je vais vous donner un canevas clé en main pour vous présenter et pour donc écrire votre présentation personnelle. Et pour ça, on va jouer au Lego. Alors, moi, j'ai mes enfants, j'ai mon plus grand qui a 8 ans, mon deuxième qui a 5 ans qui sont fans de Lego. Bon, moi, je suis fan de Lego. Pourquoi je vous parle de cet exemple du Lego? Tout simplement parce que vous allez voir que pour écrire un pitch, il suffit en fait d'identifier des petites briques de Lego que l'on va mettre ensemble pour pouvoir formaliser les choses de manière simple. Donc, la première grande brique, il y a 2 grandes briques finalement dans votre pitch de présentation personnelle. La première, c'est ce que j'appelle le titre du héros. Et la deuxième brique, c'est ce que j'appelle ma valeur ajoutée. Et votre présentation personnelle, en fait, c'est une phrase de moins de 20 secondes dont l'enjeu consiste à exprimer la ligne directrice de votre offre. C'est une phrase qui synthétise votre activité selon un axe bien précis. Et quand on a une multitude de casquettes, si c'est votre cas et c'est mon cas, j'ai une multitude de casquettes, eh bien il ne faut pas tomber dans le piège de tout vouloir dire. Il faut comprendre qu'un pitch égale une cible égale un angle de présentation. Je répète parce que ça c'est super important. Un pitch égale une cible égale un angle de présentation. Alors oui, vous pouvez avoir plusieurs types de pitch, vous pouvez avoir plusieurs pitchs de présentation, mais chacun doit mettre en avant une facette de votre savoir-faire. Et vous choisirez en fonction de vos interlocuteurs celle qui sera la plus susceptible de les accrocher. Parce qu'une fois que vous allez commencer à engager les discussions, si la personne a envie d'aller plus loin dans les discussions avec vous, vous allez savoir finalement qui elle est, ce qui l'intéresse, et vous allez pouvoir choisir le bon angle qui sera le plus susceptible de lui donner envie d'aller plus loin dans la relation avec vous. Et donc, votre titre du héros, ça résume en 3 ou 4 mots maximum toute la quintessence de votre expertise selon l'axe que vous aurez choisi. Ce que je vous invite, c'est vraiment à ne plus vous présenter comme consultant ceci, spécialiste cela, expert en ceci. Tout le monde se présente de cette façon. Et vous, si vous regardez cette masterclass, c'est que vous voulez marquer les esprits, vous voulez faire la différence. Alors s'il vous plaît, optez pour un titre du héros hors du commun. Voici quelques exemples de gens avec qui je collabore. Premièrement, Cédric Debac est graphiste indépendant, mais il ne se présente pas comme un graphiste indépendant, non. Il se présente comme styliste d'entreprise. Annick, une autre personne avec qui je travaille, est coloriste de matière grise. Vous voyez, c'est cette personne-là dont je vous parlais tout à l'heure qui travaillait avec des directeurs financiers de grandes entreprises qui sont très sérieux et pourtant, elle ne se présente pas comme consultante ou autre chose, non, elle se présente comme coloriste de matière grise. Et de mon côté, je suis activateur d'épanouissement commercial. Ok? Donc vous voyez, c'est très simple, mais le titre du héros, l'idée encore une fois, c'est pas j'aime ou j'aime pas. C'est simplement pour être là où on ne nous attend pas et marquer les esprits, capter l'attention. Ensuite, vous avez donc votre valeur ajoutée. Ça, c'est la deuxième étape, la deuxième brique de votre présentation personnelle. Et ça, à mon sens, c'est la phrase la plus importante parce que c'est elle qui va faire que vos interlocuteurs comprennent ou pas ce que vous faites et vont avoir envie ou pas d'en savoir plus sur vous. L'exercice ici, ça consiste à présenter ce que l'on apporte à ses clients et non pas ce que l'on fait. On l'exprime en termes de résultats pour le client et non pas en termes de moyens mis en œuvre. Et encore une fois, si vous avez plusieurs cibles, vous devez avoir plusieurs phrases en fonction des cibles de clients. Cette phrase, elle doit permettre à vos interlocuteurs de se souvenir précisément de votre valeur ajoutée et ça doit leur permettre de parler de vous aussi bien que vous le feriez. Parce que, admettons qu'elle rencontre une semaine après vous avoir rencontré quelqu'un qui pourrait potentiellement être intéressé par vos services, il faut qu'elle soit capable de dire « Ah bah oui, tiens justement, j'ai rencontré un tel la dernière fois, tu vois, c'est quelqu'un de super sympa et justement, voilà ce qu'il fait. » Donc, je vais vous proposer 2 façons de formuler votre valeur ajoutée. La première, c'est la suivante. J'aide cible à résultat pour bénéfice car mon pourquoi. Si vous vous souvenez, ça, c'est exactement la structure que j'ai utilisée pour Alexandre Dupuis dans mon exemple précédent. Et là, les 4 petites briques à identifier, c'est avoir une clarté sur votre cible, savoir les résultats que vous leur apportez, savoir les bénéfices que ça leur permet d'obtenir et de partager votre pourquoi finalement. D'accord? J'aide cible à résultat pour bénéfice car
mon pourquoi. Si je reviens simplement une seconde sur notre exemple, voilà, c'est donné. Alexandre Dupuis, je suis l'antiplète des foyers français. Je permets à mes clients de vivre confortablement en tongs et en t-shirt dans leur maison, même en hiver, tout en divisant leur facture par 3, tout en divisant par 3 leur facture de chauffage. Vous voyez, le résultat, c'est que, et les bénéfices, c'est qu'ils vont vivre confortablement en tongs et en t-shirt, même en hiver, et qu'ils vont diviser par 3 leur facture de chauffage. Et mon pourquoi, c'est la phrase qui suit, c'est parce que je crois que rien n'est plus important que de se sentir bien dans sa maison et d'avoir la liberté financière de faire plaisir à sa famille. Ça, c'est une croyance que j'ai. Et si la personne en face de moi, elle paye cher et elle raisonne par rapport à ce pourquoi-là, parce que si elle aussi, sa famille est importante et qu'elle veut se sentir bien dans sa maison, eh bien normalement, je vais faire mouche dans son esprit. Voilà pour la première façon. Ensuite, la deuxième façon que je vous propose d'écrire votre présentation de votre valeur ajoutée, c'est j'aide cible à résultat pour bénéfice grâce à ma valeur unique. L'idée là, c'est de faire ressortir finalement ce qui vous différencie, quelle est votre singularité. Je vais vous donner 3 exemples pour être vraiment concret par rapport à cette valeur ajoutée. Donc au lieu de dire je suis graphiste indépendant, on dira plutôt j'aide les TPE à créer une identité visuelle unique pour les rendre inoubliables aux yeux de leurs clients grâce à un processus original et ludique que j'appelle la co-création. Là, tout de suite, si j'ai en face de moi le patron d'une TPE qui souhaite pouvoir effectivement avoir une image de marque, qui souhaite pouvoir se rendre inoubliable dans un marché très concurrentiel, normalement, ça va fertile dans son esprit. Et en plus de ça, on a mis la curiosité parce que la co-création, peut-être que la personne n'en a jamais entendu parler, donc va lui dire, ok, et c'est quoi la co-création? Et là, je vais pouvoir enchaîner sur le pitch de positionnement. Deuxième exemple, au lieu de dire je fais du conseil en gestion d'équipe, on dira plutôt j'accompagne les PME de l'industrie métallurgique à développer la motivation et la cohésion de leurs équipes pour plus de performance et moins de turnover en faisant du bonheur au travail une priorité. Là, vous voyez, là encore, en fait, on comprend tout de suite quelle est la cible et j'ai volontairement ciblé à l'extrême presque la cible en disant les PME de l'industrie métallurgique parce que si en face de moi j'ai quelqu'un qui dans son réseau par exemple connaît une personne qui a des responsabilités dans une entreprise de l'industrie métallurgique, tout de suite, elle va pouvoir faire le lien et potentiellement me mettre en relation. Et là, j'ai axé plus sur le pourquoi, sur la notion de motivation. Faire du bonheur au travail une priorité. Si la personne en face de moi, effectivement, résonne avec cette valeur-là de bonheur au travail, eh bien là encore, je vais pouvoir marquer ses esprits et lui donner envie d'en savoir plus sur moi. Et troisième exemple, au lieu de dire « je suis thérapeute spécialiste EFT », où là je me présente en expliquant ce que je fais, j'aurais plutôt tendance à dire « j'aide les mamans à retrouver leur poids de forme pour qu'elles regagnent confiance en elles grâce à une méthode originale et peu connue appelée EFT ». Là, effectivement, une méthode originale et peu connue, qui s'appelle EFT, ça va plutôt être utilisé comme un élément de curiosité. Ah tiens, c'est peu connu, ça c'est nouveau, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà donc 3 exemples pour vraiment bien comprendre et à chaque fois on identifie clairement à qui on s'adresse, les TPE, les PME de l'industrie métallurgique ou les mamans dans le troisième cas, ce que l'on apporte est soit notre pourquoi, soit l'élément qui fait notre singularité. Voilà donc, si vous vous souvenez, il y avait 2 axes d'amélioration, le positionnement, la personnalité, et j'avais dit qu'il y avait un 3e axe que j'allais partager avec vous, c'est le moment. Le 3e axe pour passer d'un pitch bof à un pitch inoubliable, c'est la posture. Ça, c'est ce qui permet, encore une fois, d'améliorer finalement la vibration. Et je m'explique tout de suite le détail finalement de ces 3 axes d'amélioration. C'est ce que j'appelle le modèle 3P. Le premier axe, ça consiste à clarifier votre positionnement. Le deuxième, c'est d'exprimer votre personnalité. Et le troisième, c'est de maîtriser votre posture. Pour pouvoir clarifier son positionnement, il faut avoir une vision claire de sa cible, du besoin de sa cible et de son expertise. Il faut donc s'adresser à une cible bien précise. Encore une fois, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Une fois que vous savez à qui vous voulez vous adresser, il faut savoir quel est leur besoin, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs désirs, leurs aspirations. Parce qu'une fois que vous êtes au clair là-dessus, vous saurez justement quels sont les mots utilisés et vous pourrez choisir votre expertise pépite, votre expertise clé qui va faire mouche auprès de cette cible-là par rapport à son besoin. Donc vous aurez un positionnement qui est clair et précis. Ensuite, pour exprimer votre personnalité, il y a 3 éléments majeurs. 1, il faut clarifier votre mission qui va vous permettre d'avoir une vision claire de votre activité et qui va faire ressortir dans votre communication un certain nombre de valeurs. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, des grandes comme les petites, doivent avoir une vision claire de leur mission, de la vision qu'elles ont pour leurs clients, pour leur marché et même pour leur entreprise et des valeurs qu'elles veulent défendre.
Voilà. Parce qu'en communiquant justement sur cette mission, cette vision et cette valeur, c'est ce qui va faire qu'on on a cette singularité qui nous est propre et qui va faire qu'on va attirer à soi des clients, des partenaires, des prescripteurs qui résonnent avec cette vision du monde, qui résonnent avec cette valeur. Vous voyez, moi, ma mission, c'est d'aider d'ici 3 ans 1000 hommes et femmes qui travaillent en indépendant à s'épanouir commercialement dans leurs activités pour avoir finalement un impact dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Ma vision, c'est que choisir de se réaliser dans la vie en étant son propre patron, c'est un moyen juste magique et magnifique de s'épanouir. Et c'est le moyen que moi j'ai choisi. Et je veux justement aider les gens qui ont choisi ce même moyen-là à y arriver et à réussir et à dépasser les obstacles que moi-même j'ai connus par le passé lorsque j'ai démarré dans le monde des affaires. Et mes valeurs, en fait, sont premièrement la réalisation de soi. Ça, c'est la valeur la plus forte pour moi. C'est pour ça que je parle d'épanouissement commercial. Je pourrais parler d'efficacité commerciale, mais l'efficacité seule ne m'intéresse pas. L'efficacité commerciale seule, sans prendre du plaisir, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que j'amène mes clients, non pas seulement à gagner des clients, mais à gagner des clients avec lesquels ils vont prendre du plaisir. Parce que ça fait la différence. Je veux qu'ils puissent être capables de développer une activité lucrative et passionnante. Les deux sont, à mon sens, indissociables pour pouvoir s'épanouir et se réaliser. Voilà. Vous voyez comment ça s'articule? La mission, la vision et les valeurs. Et en communiquant de cette façon-là, j'ai conscience que certaines personnes ne vont pas adhérer à ce message. Mais par contre, j'ai conscience de l'autre côté, la vie est une question d'équilibre, que je vais attirer à moi finalement les personnes qui résonnent à cette vision du monde. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Collaborer avec des personnes qui croient en ce que je crois, tout simplement. Et enfin, pour maîtriser votre posture, premièrement, il y a évidemment l'attitude. Vous savez que là, lorsqu'on se présente face à quelqu'un dans une réunion, enfin dans la vraie vie, en face à face, la personne est en face de nous. Et donc, il y a 3 éléments qu'elle va observer. 1, il y a les mots, le langage verbal, les mots qu'on va utiliser. 2, le langage paraverbal, c'est-à-dire notre débit, notre rythme, l'intonation de notre voix, etc. Et le langage non verbal, notre posture. Si on se présente en disant « Bonjour, David Venninck, activateur d'épanouissement commercial », je dégage pas d'énergie, je dégage pas d'enthousiasme. Est-ce que je vais vraiment donner envie à l'autre d'en savoir plus? Est-ce que je suis congruent en plus? Est-ce que être comme ça, on parle vraiment d'épanouissement? Est-ce que c'est plaisant de discuter avec quelqu'un comme ça? Donc, cette notion de langage non verbal est très importante en termes d'attitude lorsqu'on est face à quelqu'un et qu'on veut justement lui donner envie d'aller plus loin dans la discussion avec nous. Ensuite, vous avez la structure. Parce que pour être capable d'avoir une bonne posture, il faut savoir exactement, finalement, très simplement, qu'est-ce que l'on doit dire pour pouvoir donner envie aux autres d'en savoir plus, pour avoir de l'impact sur les autres. Par exemple, je vous ai déjà donné un élément de structure avec le pitch court, le pitch de 20 secondes, votre présentation personnelle. Évidemment, en l'espace de ce temps-là, je ne peux pas aller aussi en détail dans le pitch de positionnement, parce que ça, j'ai une formation spécifique justement pour ce sujet-là. Mais en tout cas, dans les deux cas, avoir une structure précise, Canva clé en main sur votre pitch de présentation personnelle et votre pitch de positionnement, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir à l'aise en toutes circonstances lorsque vous allez devoir vous présenter. Et enfin, pour avoir une posture qui fait mouche, c'est d'utiliser les mots qui font mouche. Utilisez les bons mots qui vont résonner dans l'esprit de votre interlocuteur et qui vont lui donner envie de dire « Waouh, mais j'ai l'impression qu'elle me connaît par cœur, mais c'est exactement de moi qu'elle parle, cette personne-là en ce moment. » Ok, donc j'espère que je suis clair sur ce modèle 3P. À vous clarifier votre positionnement, exprimer votre personnalité et maîtriser votre posture. Donc, si on fait un point sur tout ce que l'on a vu jusqu'ici, on a vu ensemble un pitch oui mais pourquoi faire. On a vu les 2 dimensions du pitch inoubliable, les 5 erreurs à ne pas commettre si vous ne voulez pas ennuyer vos interlocuteurs. J'ai partagé avec vous la stratégie en 3 étapes pour décrocher des rendez-vous. Je vous ai donné mon Canva, clé en main pour votre présentation de 20 secondes, votre présentation personnelle. Et enfin, on a regardé ensemble le modèle 3P pour capter l'attention et marquer les esprits de vos interlocuteurs.